D'ordinaire, il est assez aisé de retracer la vie d'un grand personnage. Mais s'agissant de la Rebbetzin Chaya Mushka, son exceptionnelle discrétion nous laisse perplexes devant sa réelle grandeur. La rabbinite Chaya Mushka Schneerson naquit le Shabbat 25 Adar 1901 à Babinovitch, non loin de la ville de Lubavitch en Biélorussie. À la demande de son grand-père, Rabbi Shalom Dovber, elle fut nommée Chaya Mushka, d'après son ascendante, l'épouse du Rabbi Tzemar Tzedek. Très jeune, elle s'imprègne de l'atmosphère pure et sainte qui règne dans la maison de son père, Rabbi Yosef Yitzhak, et de son grand-père, le Rabbi Rachab. Rabbi Shalom Dovber éprouvait une affection particulière à l'égard de sa petite fille. À l'âge de 5 ans, le dernier jour de Pessah, elle suscite une vive discussion autour du sens profond de cette fête, et son grand-père en donne l'explication. Son esprit vif et aiguisé, ainsi que sa mémoire phénoménale, lui permettent de se rappeler bien plus tard de tout ce qu'elle a vu et entendu chez le Rabbi Rachab. C'est d'ailleurs elle qui aidera le peintre à dresser le portrait exact de Rabbi Shalom Dovber. À l'âge de 15 ans, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, elle quitte Lubavitch avec toute sa famille pour s'installer à Rostov. Deux ans avant de quitter ce monde, alors que les communistes s'emparent du pouvoir, Rabbi Shalom Dovber prédit à son fils unique: les cieux russes sont obscurcis par des nuages sombres. Soyez prêts à faire face et à vous sacrifier si nécessaire. Quand la santé de son grand-père se détériore, elle passe nuit et jour à son chevet. Avant de partir en 1920, il lui lègue certains de ses livres. Après la disparition du Rabbi Rachab, Rabbi Yosef Yitzhak prend en main la direction du mouvement Lubavitch. Seul, face aux monstres soviétiques, il mène un combat sans répit et met sa vie en péril pour sauver le judaïsme en Russie. Durant de nombreuses années, sa fille se tient fidèlement à ses côtés, accomplissant de multiples missions en toute discrétion. Avant de quitter ce monde, le Rabbi Rachab avait suggéré de s'intéresser au Rabbi comme parti pour la Rebbetzin. En 1923, le Rabbi rencontre son futur beau-père pour la première fois, non loin de Rostov. Rabbi Yosef Yitzhak écrira à sa fille qu'il apprend à connaître Hilchot Mendel chez Yichye, les préceptes de Mendel. À l'été de cette même année, le Rabbi rencontre la Rebbetzin Chaya Mushka. En 1924, la famille de la Rebbetzin s'installe à Leningrad. Plus tard, en 1926, elle rencontre la maman du Rabbi, la rabbinite Rana. Devenant une menace pour le régime soviétique et risquant à tout moment de se faire arrêter, Rabbi Yosef Yitzhak confie les pleins pouvoirs à sa fille sur l'ensemble de ses responsabilités administratives. Sous la direction de son père, elle œuvre pour les besoins communautaires durant de longues années. Le 17 Elul 1936, son père lui adresse une lettre et l'introduit ainsi: à ma chère et bien-aimée fille, Chaya Mushka Shetirchie, ma secrétaire temporaire. La veille du 15 Sivan 1927, des officiers perquisitionnent la demeure du rabbi précédent. Ils interrogent la rabbinite et sa sœur, la rabbinite Sheina, et à la question de leur adhésion au parti, elles répondent avec fierté qu'elles adhèrent uniquement au parti de leur père. À ce moment critique, la Rebbetzin aperçoit par la fenêtre le rabbi, venu leur rendre visite. Elle lui fait signe de s'en aller, avec cette fameuse phrase: « Schneerson, nous avons des invités ». Le rabbi s'attelle immédiatement à la libération du rabbi précédent. Rabbi Yosef Yitzhak est arrêté et condamné à mort. Finalement, sa peine est commuée en un exil à Kostroma. Il choisit de s'y rendre accompagné de sa fille, la Rebbetzin Chaya Mushka. C'est elle qui, le 12 Tammuz, annoncera la première à sa famille, la libération du rabbi. Avant de partir, le rabbi précédent obtient du gouvernement l'autorisation pour son futur gendre de quitter le territoire, affirmant qu'un tel gendre ne se trouve nulle part ailleurs. En 1927, après les fêtes de Tishri,
le rabbi précédent et toute sa famille quittent définitivement l'URSS pour s'installer à Riga. Un an plus tard, le 14 Kislev 1928, le mariage du rabbi et de la Rebbetzin a lieu à Varsovie. De nombreuses personnalités, des admourim et des grands rabbanim, ainsi que beaucoup de chassidim sont conviés. Le chassid Rebbe Eliyahu Chaim Althaus décrit la grâce suprême et la somptuosité de ce moment unique. Le rabbi précédent mit la ceinture traditionnelle au rabbi et lui dit « Nous sommes désormais unis pour le présent et pour le futur. » À leur grand regret, les parents du rabbi ne purent assister au mariage. C'est le Rav Moshe Horenstein et son épouse, la rabbinite Chaya Mushka, fille du rabbi Maharash et grande-tante de la Rebbetzin, qui accompagneront les mariés sous la choupa. Au même moment, derrière le rideau de fer, à Yekaterinoslav, dans la maison des parents du rabbi, on célèbre le mariage avec beaucoup d'émotions et de joie, malgré la menace soviétique. Dans de nombreuses lettres, adressées par Rabbi Levi Yitzhak aux futurs mariés, on peut lire tout son languissement. Il demande au rabbi d'offrir une parure à la Rebbetzin, de leur part. À l'été 1929, le rabbi précédent, alors en voyage aux États-Unis, écrivit au rabbi à propos de sa fille. « Observe attentivement la pierre précieuse qui t'a été offerte. » Peu de temps après leur mariage, le rabbi et la Rebbetzin quittèrent la maison familiale et l'environnement chassidique et chaleureux pour aller s'installer seuls à Berlin, dans une humble demeure, loin des regards. Ils retrouvent là-bas Reb Israël Arielei, le frère du rabbi. Le 10 Sivan 1932, le rabbi et la Rebbetzin se rendirent à Landvarov, en Pologne, pour le mariage de la sœur de la Rebbetzin, la rabbinite Sheina, et de son époux, le Rav Menachem Mendel HaKohen Horenstein. En 1933, avec la montée du nazisme, ils quittèrent Berlin pour Paris. À cette époque, le grand-oncle de la Rebbetzin, le Rav Menachem Mendel Schneerson, fils du rabbi Maharash, se trouvait à Paris. Suivant les conseils du rabbi précédent, le rabbi poursuivit ses études à l'université à Paris. Et généralement, la Rebbetzin l'y accompagnait. Elle aide le rabbi à rédiger ses travaux, car son temps lui est si précieux. Durant toutes ces années à Paris, il loge modestement dans différents appartements. La Rebbetzin eut la joie d'avoir un certain temps pour voisine sa sœur, la rabbinite Sheina. Si dévouée, la Rebbetzin retourne en Allemagne nazie, malgré le danger, afin de transmettre des documents administratifs à son beau-frère, Reb Israël Arielei. À cette époque à Paris, avoir une maison cachère n'est pas chose aisée. Et la Rebbetzin se rend souvent à la ferme pour se procurer du lait, Chalav Israël. Elle confectionne elle-même la matzah pour Pessah. Le rabbi se rendait pendant la nuit dans une boulangerie afin d'allumer le four et permettre aux autres juifs d'en acheter le pain. Le rabbi précédent obtient un poste de rabbinat pour son gendre, mais cela n'aboutira pas. Le rabbi si réservé en profitera pour se consacrer à l'étude de la Torah en toute tranquillité. Bien qu'il étudie nuit et jour, il donne des cours de Torah dans diverses synagogues à Paris, et notamment au 17 et 25 rue des Rosiers. Un homme qui avait l'habitude d'accompagner le rabbi dans ses rendez-vous raconte que le rabbi rendait régulièrement visite à différentes personnes sur leur lieu de travail et étudiait avec eux la Torah. Vivre à Paris leur permit de jouer un rôle prépondérant dans le fonctionnement du mouvement Chabad, apportant ainsi une aide et un soutien constant au rabbi précédent dans divers domaines. Tout ce temps, ils entretiendront une correspondance avec les parents du rabbi, Rabbi Levi Yitzhak et son épouse la Rebbetzin Chana, ainsi qu'avec le rabbi précédent. Nul ne saurait témoigner de ce qu'ont accompli, en toute modestie, le rabbi et la Rebbetzin à Paris. Mais un jour, la Rebbetzin révéla à Madame Bassi Azimov Aléa Shalom, prononçant une phrase aujourd'hui devenue si célèbre. « Nous avons labouré et semé. À vous maintenant de récolter. » À Paris, ils mènent une vie relativement calme, jusqu'à l'arrivée des nazis en 1940. Ils quittent alors la capitale pour se rendre à Vichy, puis quelques mois plus tard s'installer à Nice. Malgré les conditions de vie insoutenables, le rabbi observera scrupuleusement, ne serait-ce que des coutumes chassidiques, apprises auprès du rabbi précédent.
il n'hésitera pas à voyager loin afin de se procurer un oignon ou du réfort pour le plateau du Seder. Malgré les difficultés, il cherchait à venir en aide à quiconque en avait besoin. Depuis New York, Rabbi Yosef Yitzhak travaillera sans relâche afin d'obtenir un visa pour le rabbi et son épouse. Finalement, le consul américain à Marseille leur accordera ce précieux document. Ils embarquent à bord du Serpa Pinto jusqu'à Lisbonne, puis New York. Malheureusement, la rabbinite Sheina et son époux ne sont pas parvenus à quitter l'Europe à temps. Et durant le mois de Tishri 1942, ils furent tous deux assassinés par les nazis. Hachem Yikom Damam. Le 28 Sivan 1941, le rabbi Rebbetzin débarque à New York, accueilli par une délégation de chassidim envoyée spécialement par le rabbi précédent. Sa santé étant si fragile qu'il mettra 3 jours avant de les recevoir. C'est alors que débute une nouvelle ère dans la vie du rabbi et de la Rebbetzin, aux côtés du rabbi précédent, dans le cœur du mouvement Chabad de Lubavitch. Le rabbi est nommé directeur des institutions Chabad aux États-Unis, fondées par son beau-père, et s'attelle immédiatement à leur développement. Il travaille également comme ingénieur dans la marine américaine. À leur arrivée, il loge dans l'un des appartements du 770. Par la suite, ils emménagent sur New York Avenue. Ce n'est que plus tard, en 1956, qu'ils habiteront définitivement dans leur maison à President Street. Les chassidim découvrent progressivement la grandeur du rabbi, jusque-là dissimulée. La Rebbetzin, toujours aussi fidèle aux côtés de son époux et de son père, se fait de plus en plus discrète. Elle ne se montre pas en public et refuse même qu'on l'appelle Rebbetzin, mais simplement Mrs. Schneerson. Le 20 Marcheshvan 1946, elle obtient la nationalité américaine. Quelques jours avant sa disparition, son père lui confie qu'il est temps pour lui de se retirer des activités communautaires. Le 10 Shevat 1950, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson quitte ce monde à l'âge de 69 ans. Elle dira à son propos que seul un géant comme son père fut capable d'une révolution aussi gigantesque. Les chassidim démunis tentèrent alors par tous les moyens de convaincre le rabbi de prendre la succession, mais en vain. C'est finalement la Rebbetzin qui intervient en faveur des chassidim, disant au rabbi que s'il refuse, tous les sacrifices qu'avait réalisés son père s'effondreraient. À la veille du 11 Shevat 1951, le rabbi prit en main la direction des chassidim. Bien qu'occupé nuit et jour, le rabbi consacre chaque jour un moment pour prendre le thé avec la Rebbetzin. Il dit que cet instant lui est aussi sacré que la mise des téphilines. Un homme qui avait l'habitude de croiser le rabbi sur son chemin le matin s'aperçut qu'il se tournait systématiquement et observait son bâtiment avant de tourner à l'angle. Intrigué, il en fit de même et vit la Rebbetzin à la fenêtre regardant le rabbi s'en aller. La Rebbetzin vouait un immense respect pour le rabbi. Quand on l'encouragea à suggérer au rabbi d'écourter les yichidut, les entretiens privés, afin de rentrer plus tôt, elle refusa catégoriquement, affirmant que le rabbi doit être avec ses chassidim. Peu importe l'heure à laquelle le rabbi rentrait, elle tenait à l'accueillir en personne. Un jour, où elle souffrait terriblement, ayant beaucoup de douleur, on lui demanda pourquoi ne s'adresse-t-elle pas au rabbi, alors que tant de monde avait recours à ses bénédictions. Elle répondit alors qu'elle ne souhaitait pas lui causer de la peine. Un jour, un des secrétaires aperçut le rabbi rentrant chez lui, la main derrière le dos, tenant une rose. Le 13 Iyar 1952, son beau-frère, Rabbi Israël Aryeh Leib, quitta ce monde subitement. La Rebbetzin et sa belle-sœur entretiendront des liens étroits. En 1954, la Rebbetzin voyage en Suisse et en France. Elle s'inquiète du sort de nombreux réfugiés, tout juste sortis de Russie, leur rend visite à l'hôtel et tient la conversation avec dignité et beaucoup de délicatesse.
Un des secrétaires qui accompagna le rabbi et la Rebbetzin à l'aéroport, avant son départ, raconte comment le rabbi se tint dans le terminal observant l'avion s'éloigner, ému. Plus tard, en 1960, elle se rend à nouveau en Europe et rend visiblement visite à sa belle-sœur et sa nièce en Angleterre. La Rebbetzin était si humble et réservée que très rares sont ceux qui eurent le mérite de la voir ou de la rencontrer. Mais au fil du temps, quelques anecdotes nous sont parvenues. Adam Bassi Azimov, aléa Shalom, a raconté avoir vu les bénédictions de la Rebbetzin s'accomplir concernant la naissance d'enfants ou des demandes de guérison. Elle avait l'art de recevoir ses invités à la perfection. Le Rav Shmuel Lou raconte qu'une fois la Rebbetzin le recevait avec sa famille avant son mariage. Un peu bouleversé, il renversa son verre plein de jus sur la jolie nappe qui changea aussitôt de couleur, tout comme son visage. Immédiatement et avec un grand sourire, la Rebbetzin s'exclama « C'est un si bon signe !» Il fut tellement réconforté qu'il eut envie de renverser son verre une seconde fois. La Rebbetzin appréciait énormément le travail des shluchim à travers le monde, et son souci de leur bien-être était sans pareil. Quand on lui demandait quel cadeau ferait le plus plaisir au rabbi à la Rebbetzin, elle répondait qu'un nouveau cours de Torah instauré pour les jeunes serait une grande satisfaction. Quand le rabbi quitta son bureau pour la première fois après son attaque cardiaque, en 1977, elle observa la réjouissance des chassidim, qui chantaient tous en chœur, et dit alors qu'une telle joie chez les chassidim n'avait pas eu lieu depuis la libération de son père, le 12 Tammuz. Dans les années 1985-87, se tint le jugement au tribunal fédéral concernant les livres dérobés à la bibliothèque du rabbi précédent à New York. La question était de savoir à qui appartenaient ces livres. Étaient-ils la propriété personnelle du rabbi précédent ou appartenaient-ils à l'ensemble de la communauté chassidique? Le rabbi était très affecté et peiné de cette situation. Et pendant cette période, il se rendait très souvent sur le tombeau de son beau-père. La Rebbetzin fut auditionnée à son domicile des heures durant par la partie adverse, cherchant à obtenir un quelconque témoignage en sa faveur. À l'une des dernières questions, on lui demanda, selon elle, à qui appartiennent les livres? Elle répondit triomphalement. This volume belonged to the Hasidim because my father belonged to the Hasidim. Mon père, ainsi que tous ces livres, appartiennent aux Chassidim. C'est grâce à cette fameuse phrase que le 5 Tevet, le verdict tomba en faveur du rabbi et des Chassidim. Didan Notzach, la victoire est la nôtre. Le rabbi et la Rebbetzin ont été une source de bénédiction pour tant de monde, mais ils n'eurent pas la joie d'avoir leurs propres enfants. Un jour, un enfant en visite chez la Rebbetzin avec sa famille lui demanda innocemment « Rebbetzin, où sont vos enfants ?» Montrant du doigt chacun des enfants présents, elle lui répondit « Tous les chassidim sont nos enfants. » Elle œuvra généreusement pour l'organisation Tenyad en faveur des jeunes mariés, ainsi que dans la campagne du rabbi intitulée Mivtza Neshek, encourageant femmes et jeunes filles à allumer les bougies de Shabbat. Peu de temps avant de quitter ce monde, elle prit soin de contacter l'ensemble de ses connaissances à travers le monde pour prendre de leurs nouvelles bien plus longuement qu'à l'accoutumée. Le 22 Shevat 1988, elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Même très affaiblie dans la voiture, elle prit des nouvelles du futur marié. Elle tenta même de calmer et d'apaiser ses accompagnateurs, inquiets devant son état. Peu de temps après son arrivée à l'hôpital, après avoir récité la bénédiction sur un verre d'eau, elle rendit son âme à son Créateur. Apprenant la terrible nouvelle, le rabbi demanda à prévenir les enfants, les émissaires du rabbi dans le monde entier. Le jour même, des dizaines de milliers de personnes l'accompagneront à sa dernière demeure. Pendant les Shivas, alors qu'on rendait hommage à la Rebbetzin, mettant en avant ses grandes vertus, le rabbi souligna que tout éloge
sous-estimerait sa réelle grandeur devant Dieu. Le 26 Sheva de cette même année, les shluchot du monde entier se réunissent à New York pour la première fois. Après son départ, le rabbi encourage l'ouverture d'institutions Chabad à travers le monde, affirmant qu'une nouvelle époque émerge. Le rabbi insiste auprès des chassidim afin qu'ils prennent à cœur le départ de ce monde de la Rebbetzin et donne la signification profonde de son nom, Chayam Mushka Shnersa, en tirant des leçons pour le service de Dieu. Il instaure le Keren Hamesh, qui forme les initiales de son nom, et dont le but est de venir en aide aux institutions éducatives ainsi qu'aux jeunes mariés. Très vite, de nombreuses jeunes filles sont nommées Chaya Mushka. De nouvelles écoles juives voient le jour en hommage à la Rebbetzin. La Rebbetzin repose au Ohel, tout près de sa grand-mère, la rabbinite Shterna Sarah, épouse du Rabbi Racham, et non loin de son père, Rabbi Yosef Yitzhak, ainsi que du Rabbi. Sur sa stèle figure une inscription à la mémoire de sa sœur, la rabbinite Sheina, assassinée par les nazis, Hashem Yikom Dama. Puis son mérite nous délivrait enfin de l'exil et nous amenèrent à la venue du Mashiach.